Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie. Dans cette vidéo, donc comme prévu, la deuxième partie de la vidéo sur les 6 clés pour ne plus perdre au poker en 2022. En tout cas, donc voilà, comment faire pour ne plus perdre déjà, pour être flat. Et après, derrière, il y a encore d'autres choses évidemment à travailler pour devenir gagnant. Mais déjà, dans un premier temps, le but est de ne pas perdre d'argent. Donc, on va voir les 3 clés suivantes, les 3 secteurs, les zones importantes à travailler, où il y a des choses à changer rapidement et globalement, comme on l'a vu dans la première partie, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Il n'y a pas d'ordre, tu peux la voir après cette vidéo sans aucun problème. Ce sont des zones où il y a plein de sous-secteurs à l'intérieur, il y a plein de petites choses, des éléments à travailler. Euh, mais voilà, pour moi, ce sont les axes majeurs où on voit les plus grosses erreurs. C'est les choses les plus faciles à travailler dans un premier temps et ça permet donc normalement de devenir au moins flat. Et après, derrière, il va falloir travailler plus le jeu en lui-même pour pouvoir devenir gagnant. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être mis au courant à chaque nouvelle publication de vidéo, vu que j'en poste un petit peu comme ça vient quand j'ai le temps. Je fais un peu chaque semaine, mais voilà, c'est pas des posts de façon régulière. Donc comme ça, tu es mis au courant à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et après tu viens la voir quand tu as envie. Voilà, liker la vidéo, c'est vraiment important aussi dès maintenant, ça te prend 2 secondes et pour moi c'est vraiment très important pour m'aider à faire connaître cette chaîne, à avoir plus de visibilité sur YouTube. Donc je te remercie d'avance en échange, voilà, de juste prendre le temps de liker, ça te prend 1 milliseconde. Et puis tu peux également laisser un commentaire, je t'invite vivement à laisser des commentaires, soit pour réagir à des mains que je vais jouer durant cette session, parce qu'en même temps que je vais expliquer les points que j'ai envie d'aborder, je joue une session GoFast en NL2 sur Winamax. Et ben, tu peux laisser un commentaire soit sur une main que j'ai jouée, soit sur quelque chose que j'ai pu dire, ou pour me remercier de manière globale, ou me donner des idées, m'encourager, enfin bref, tous les commentaires sont bons à prendre dès lors qu'ils sont bienveillants. Donc c'est parti maintenant pour la deuxième partie de cette vidéo de review plus explication. En 4, je dirais, se focalise uniquement sur leurs mains. Les joueurs en micro-limite, les joueurs débutants, les joueurs récréatifs, ils se focus uniquement sur les 2 cartes qu'ils ont et le board. On leur a appris que voilà, la hauteur as c'est la meilleure des mains non faites. On leur a appris que voilà, une paire c'est plus fort qu'une hauteur, que double paire c'est meilleur que voilà, bref, que brelan c'est meilleur que double paire. Donc voilà, ils regardent leurs mains, ils regardent et puis bah, ils se contentent de se focus là-dessus. Alors ici c'est un peu particulier. Je pense que lui va tout le temps flat call. Je vais call tranquillement pour voir un board avec cette main potentielle. J'ai pas envie de squeeze ici. Après je pense que ça peut se squeeze, hein, c'est pas la question. Mais face à des récréatifs, je suis privilégié de voir le board. Donc ouais, vraiment, ils vont se contenter de regarder la force absolue de leurs mains. Voilà. Par exemple ici, bah, ouais, j'ai hauteur as, je check. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de joueurs qui commencent à re-raise double paire plus, parce qu'ils estiment que cette force absolue-là commence à être bonne et mérite d'être relancée. Et souvent, top pair ou top pair pas très bon kicker, ça reste en check call. Bon, ici, sur une bébé, je vais pas folder, mais je sais pas si j'ai la meilleure paire, mais ça passe quand même sur As-Roi. Donc lui, il avait limpé, call, As-Roi. Bon, déjà, il aurait raise, par exemple, un autre call, je serais parti, ou la main se serait jouée différemment déjà. Ne pense pas en termes de range donc. Il faut très vite basculer dans le jeu. On joue au poker, on ne joue pas à la bataille. Donc c'est vraiment des ranges qui s'affrontent. Le joueur n'a pas qu'une seule main, il a plein de mains potentielles vu que je ne connais pas sa main. Je suis obligé de partir du principe que il a plein de mains potentielles et donc du coup c'est pour ça qu'on veut un tracker pour nous aider, c'est pour ça qu'on fait attention à ce qu'ils font, pour définir le style de l'adversaire, est-ce qu'il est serré ou loose pré-flop, est-ce qu'il est agressif, passif, pré-flop, post-flop. Tout ça, ça permet de définir un range de main. Et après ce range de main versus mon range de main par rapport au board, on vient faire une interaction avec tout ça et voir. Là, ici, à la base, c'est pas un board qui m'arrange.
Mais comme moi j'ai plus de notes que lui, c'est-à-dire que j'ai les paires d'as, les paires de rois, les paires de dames, tout ça, et bien du coup je suis avantagé sur... bon, évidemment lui il s'en fout, c'est un récréatif. Encore une fois, il va regarder la force absolue de sa main. Et voilà, mais il a rien, il jette. Voilà. Donc, voilà, là-dessus, commencer vraiment à réfléchir en termes de range. Bah, si on a des ranges préflop, nous-mêmes, bah, les autres aussi ils en ont. Et donc il faut essayer de commencer à définir un petit peu c'est quoi les ranges. Alors évidemment, arriver au flop, c'est souvent un petit peu... Enfin, on va commencer à avoir une petite évaluation. Enfin, disons qu'on va se contenter de regarder le flop en fait. Et de se dire, tiens, est-ce que c'est un flop qui a tendance à avantager la range de mon adversaire ou la mienne en fonction de ce qui s'est passé. Donc sur le type de range dans lequel on fait face. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai 3 bêtes et qu'il m'a call, il y a une range de call de 3 bêtes en face. Donc il y a des nuts qui n'y sont pas, puisque sinon il y aurait 4 bêtes. Donc c'est capé, donc voilà, on commence un petit peu à mieux savoir quel type de board ça favorise. Là par exemple, lui il a attaqué, moi j'ai pas 3 bêtes, donc As-Roi, c'est un board qui touche complètement sa range et beaucoup moins la mienne. Bon, néanmoins, vu la main que j'ai, le nombre d'out et le sizing qu'il fait, évidemment, je vais pas folder, j'ai pas d'intérêt à raise non plus. Là, on fait flush, mais c'est sur une doublette, donc on va être quand même assez safe. C'est quelqu'un que je vois pas mal en NL10, ça. Du coup, sur ce check ici, je vais mettre 2 tiers. Donc ouais, commencer à comprendre quel type de range on a en face, est-ce que le board davantage sa range, la mienne, pour définir des sizing au flop, des lines assez agressives. Et après c'est turn, en fonction de ce qui s'est passé pré-flop, flop, qu'on peut commencer vraiment à être précis sur la range adverse et donc à pouvoir retirer des mains, à pouvoir mieux comprendre ce à quoi on fait face et donc prendre une décision un petit peu plus précise en termes relatifs et non absolus. Prennent leurs décisions au feeling. Les joueurs récréatifs ont tendance à prendre leurs décisions comme ça, au feeling, ouais. Il y en a même qui le disent ah, je te mettais pas sur quinte, ah, je sentais que tu avais une main précise. Ils vont dire, ouais, tu avais ça. Alors c'est vrai que des fois, ça peut arriver, on arrive à définir la main précise. C'est quand même relativement rare. Globalement, on va hésiter sur quelques mains, quelques combos. C'est assez rare d'être assez restreint dans le nombre de combos présents dans la range de l'adversaire, par exemple par la river. Et les mecs ils vont dire ouais je te mettais sur As-Dame, mais je n'ai pas que ça dans ma range quoi. Enfin voilà, donc il faut vraiment réfléchir en range globale. Effectivement on affine cette range, effectivement parfois on arrive à définir une main à peu près précise, mais ça reste quand même assez rare. Globalement c'est un range de mains avec plus ou moins des mains dedans. Ça peut se défendre, enfin ouais défendre, il est loose a priori. Et surtout Connie Station. En fait, en table classique, j'hésite pas à défendre, mais c'est qu'ici, il y a une règle de 10%. Et face à un joueur Calling Station, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on va pas arriver à trop bluffer, tout ça. Du coup, c'est pour ça que c'est pas très très rentable. Donc ils prennent donc sur au feeling et au hasard leurs décisions plutôt que sur des considérations techniques ou stratégiques liées à leur expérience ou à leur connaissance. Donc voilà, donc tout ceci n'est pas très bon. Contre MP, je vais folder. Voilà pour ce 4e point. Le 5e point, c'est joue à la bataille, mais pas au poker. Ça, je le dis souvent, moi. Quand je parle, quand je joue au poker et que je suis tout seul, je parle. Et je vois des joueurs qui jouent à la bataille, surtout sur Unibet. Il y a plein de mecs qui... Alors, il y a 2 types de joueurs qui jouent à la bataille. Il y a ceux qui vont faire all-in avec tout et n'importe quoi. Et puis, il y a ceux qui vont mettre une bébé pré-flop, une bébé flop, une bébé turn, une bébé river, alors qu'ils ont les nuts. Ils sont ultra passifs, bien sûr, mais je veux dire, il y a des comportements qui montrent que le joueur joue pas au poker, quoi. Il essaie pas de soutirer de la value et des mains plus faibles, et de valoriser sa main. Et il y en a, ils jouent la bataille, quoi.
vont partir all-in dès le flop, pré-flop avec n'importe quoi. Dès qu'ils ont fait une paire, c'est all-in. Le poker, c'est un petit peu plus intéressant que ça, heureusement. Ici, on va c-bet. Alors, donc, ils n'ont pas de stratégie, ils ont pas de plan d'action préétabli à chaque street. Donc là, typiquement, doublette du 7, c'est pas la meilleure, mais je vais quand même la barrel. Je vais par contre choisir un sizing de 2 tiers au cas où. Je me value cut un petit peu, mais j'ai encore de la value quand même sur des flush draws. J'ai pas le meilleur valet non plus, mais je préfère check back river maintenant. Comme ça, j'ai pris de la value aussi sur une paire inférieure. Voilà. Donc, manque de stratégie, manque de planification. Au flop, à la turn, de se dire voilà, si les flushs rentrent, les quintes rentrent, je vais barrel river ces mains-là, ces cartes-là. Et toutes les autres, je vais les barrel. Parce que si, parce que ça, enfin voilà. Des vraies réflexions stratégiques, quoi. Alors, il ne se pose pas de questions ou pas les bonnes. C'est vraiment important de se poser des questions au poker et les bonnes questions. Ici, 8 et 5, c'est un peu comme tout à l'heure, sauf bon, ouais, je vais la défendre quand même, mais on est passe un joueur qu'on connaît pas. Tout à l'heure, c'était encore moins bon parce que c'était un calling station. Ici, il check très très vite. Je pense que donc il y a doublette du valet, tout ça. Je pense qu'ici, je peux bet du coup. Traverseur ne doit pas avoir grand chose quand il joue comme ça, ce board. Ne prennent pas assez en compte le profil et les actions de l'adversaire dans le coup. Il y a beaucoup d'informations qui sont délivrées au fur et à mesure que le coup se développe. Il n'y a pas de prise d'information, de déduction, et on ne fait pas gaffe au profil. Par exemple, ici on est face à un hit. Il fold pas aux 3 bêtes, lui a priori, donc il est UTG, donc on va bien aimer mettre 13 ici. Alors on est deep tous les deux, 12, 13, je vais mettre 14. Voilà, snap call, il n'y a pas de réflexion. Donc là on n'est pas sur une paire de rois, de dames. Il n'y a pas de réflexion pour 4 bêtes. C'est snap call. Est-ce que ce joueur joue plusieurs tables? Oui, il joue 3 tables en plus. Alors, quand il call, on est content et on n'est pas content. Ici, je vais partir pour un check call. Ah, il bet pas, il check très vite. Intéressant. Du coup, je vais bet 3 quarts. Ici, je vais fold, simraise. Je vais essayer de faire payer une overpair entre le 7 et les as. Il n'avait pas l'air d'avoir quinte pour check aussi vite. Bon, j'avais le choix de bet petit ou gros. Je pense que du coup, j'essaye juste de faire payer des paires entre le 7 et les as qui auront double paire et qui folderont pas forcément. Et pour le reste, je pense que ça va fold, genre des as-dames, des trucs comme ça. Je pense que ça faisait pas grosse différence de bet petit ou gros, donc autant bet gros et être call de temps en temps, mais prendre max de value. Donc ouais, vraiment important de planifier ce qu'on va faire sur les cartes suivantes ou d'en avoir une petite idée dans la tête avant de jouer. Comme ça évite d'être surpris. Et pareil, préflop. Bon là, on a les rois, c'est facile, 2 fois les rois d'affilée. Avec les as, c'était un petit peu la série. Voilà, mais d'avoir une petite idée au moins de ce qu'on va faire sur certaines cartes ou ce qu'on va pas faire sur certaines cartes. Ici, l'adversaire fold pas mal aux 3 bêtes et... Alors, il est deep quand même. On met 12, il a 9,5 à rajouter en bébé. Ça fera moins peur que 10. Bon, il foldait beaucoup et il open 26, donc il avait grande chance qu'il fold. Ouais, voilà pour ce 5e point. Et le 6e et dernier point que je voulais aborder, c'était les erreurs liées au mental et aux émotions. Qui sont vraiment très 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 importantes au poker. Donc les joueurs ont des problématiques de tilt, évidemment, d'ego, mal placé.
enfin d'ego en général, à qui aura la plus grosse. Des problèmes de concentration, bon ça, même moi ça m'arrive aussi, c'est vraiment être tout le temps concentré, et quand on n'est plus concentré, il faut arrêter la session. Ici, sur un sizing moins cher versus un joueur que pour l'instant est quand même assez serré. Je connais pas le joueur et sur un sizing moins cher j'aurais défendu, mais là il met vraiment cher. Des problèmes de concentration, donc il faut essayer d'améliorer sa concentration, l'endurance de la concentration. Et pour ça, il ne faut pas faire des sessions trop longues. Il y a plein de joueurs qui font des sessions trop longues ou qui jouent quand ils sont fatigués. Il ne faut pas jouer quand on est fatigué parce que justement la concentration déjà elle est déjà largement réduite. Excès de confiance, alors ça peut arriver à... Franchement, il n'y a pas que les joueurs de micro-limite sur ces points-là. Je vais évidemment défendre un connecteur suité au bouton dans un pot avec prime face à 2,5. Alors, donc excès de confiance quand tout va bien et envie de se refaire quand tout va mal, etc. Ce genre de comportement. Moi, je suis passé par là aussi à l'époque. Voilà, on a envie de se refaire, de monter le compte. C'est d'ailleurs ce qui pousse à monter les limites dans un bad run, à monter à la limite au-dessus pour se dire « Ah, ça va aller plus vite de remonter. Si je vais pas bluffer ce board. » N'arrive pas à se faire confiance pour Aerofold. Alors ça c'est un truc qui est beaucoup revenu dans les mails que vous m'avez envoyés, ceux qui m'ont envoyé des mails au début d'année là, quand je proposais de coacher quelqu'un gratuitement. Et c'était vraiment le sujet qui est revenu. Et puis même dans les personnes que j'accompagne actuellement, c'est vraiment un truc récurrent. Et c'est un truc que moi aussi j'ai mis du temps à me faire confiance en fait. C'est surtout dans les Aerofold en fait, globalement. Que curieusement, faire des gros bluffs, parfois ils sont mal placés, on réfléchit mal et pas assez, et on est un peu trop aggro. Ça, par contre, ça pose pas beaucoup de problèmes aux gens, la plupart. Ou alors, disons qu'ils vont pas en parler parce qu'ils s'en rendent pas compte, s'ils en font jamais, par exemple. Alors qu'il y a des fois, il faut le faire. Par contre, troisième paire de rois. Arriver à se faire confiance pour Aerofold, ça, c'est vraiment un sujet récurrent. Les joueurs qui me disent... Ta river, je sais qu'il faut fold, je sais qu'il a que ça, et puis j'arrive pas, et je colle, et en fait j'avais raison. Voilà, donc ça c'est vraiment un gros sujet. Et c'est vraiment très important de passer ce cap. Donc pareil, il y a des petits exercices pour éventuellement s'entraîner, enfin s'améliorer là-dessus. Donc là on va voir, il a pas l'air de trop foldé malgré qu'il soit assez serré. Enfin justement, il est assez serré donc... Il y a une range assez forte, donc c'est bon, il a payé. Du coup, ça permet d'enchaîner. Je vais size up un tout petit peu ici. Parce qu'on est un peu deep. Et je vais pas mettre un tiers, je vais mettre un peu plus. Je bloque pas la top pair. On n'est pas très content de voir un as ici, turn. On va checker back ici. On va pas bluffer paire de roi, c'est un peu trop haut. J'aurais aimé notre carte parce que il peut avoir des valets. Et ça aurait pu être cool. Bon, c'est bon, il donc bête pas. C'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'il peut avoir du coup? Ou alors il a un as-dame, as-10. Il a pas compris que j'ai pas d'as ou je sais pas. Il a peur que j'ai un valet. Ouais, il peut avoir des as encore dans sa range. Et évidemment, il y aura des paires de dames des fois. Je pense pas que j'ai vraiment de sin value ici. Ouais, voilà. Mais je pense pas que je peux value face à une paire de dames ici, river. Je pense qu'il va fold avec la doublette des valets. Il doit se douter que j'ai pas d'as, mais... Étant donné qu'il y a aussi la paire de rois qui peut le battre. Là, je pense qu'il aurait trouvé la touche fold éventuellement. Ce joueur-là en particulier, qui n'avait pas l'air vraiment calling station a priori. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc ça, n'arrive pas à se faire confiance, ouais. Manque de rigueur et de discipline. Alors, avant la session, pendant la session, après la session. Bon, moi-même encore, c'est pareil, hein, c'est un petit peu ce qui me freine encore à l'heure actuelle dans ma progression de bankroll qui pourrait aller beaucoup plus vite si j'étais un petit peu plus rigoureux in-game. Donc il y a plein de sous-jacents au manque de rigueur, hein, c'est pas linéaire non plus, ça change.
bah, par exemple le manque de concentration, un jour on est moins concentré et boum, on est moins rigoureux. C'est pour ça que j'ai mis une NL2 là, parce que vu que je parle beaucoup, je suis pas forcément super concentré. D'ailleurs ici, je pense, j'ai 3 bêtes non? Ouais. On a pu mettre plus cher dès le flop. Turn flush, je vais checker ici. Je joue pas mal call, ouais, donc là il bête pas. C'est vraiment, c'est assez fou. Du coup, je vais essayer de sin value pour le coup ici, quand même, avec un sizing pas très cher. On va faire payer un valet, un as, quelque chose. Voilà, As-Roi par exemple. Donc là, un peu CS quand même, notre ami. Donc là, on voit typiquement un joueur qui n'a pas du tout réfléchi, mais pas du tout. Il a dit force absolue, j'ai hauteur As, il a checké turn, vas-y, il est en train de me bluffer, il a rien. Je sais même pas si lui réfléchit à se dire est-ce qu'il part pour split, est-ce qu'il part pour hero call pour me battre, il pense qu'il me bat, enfin je sais pas, ça réfléchit pas, ça réfléchit, tout simplement. Donc la discipline, c'est pas un truc, enfin c'est souvent un mot qui est qu'on n'aime pas trop entendre, alors qu'en fait c'est pas un mot négatif, en fait c'est juste un truc qui permet de progresser, par exemple. C'est juste un truc qui permet d'utiliser son plein potentiel à bon escient. Small blind cutoff. On peut avoir du talent, s'il n'y a pas de discipline derrière, je crois que c'est Arsène Wenger qui disait ça, que sans discipline, le talent ne servait à rien. Et, donc c'est important d'être discipliné quand même. Ça peut être dans tout ce qu'on met en place autour du jeu pour progresser. Ça peut être in-game. Ça peut être avant les sessions, après les sessions, le warm-up, le cool-down, des choses comme ça. Quand on met des trucs en place comme ça. Ici, je vais faire un petit c-bet tranquillou. On va essayer de faire fold les R, voilà. C'est juste l'objectif. Face à un joueur récréatif, on fait des petits bluffs comme ça, on cherche pas à en faire trop. On aurait foldé, c'est bien, petit walk. Voilà. C'est les deux mots majeurs, discipline, rigueur. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre sujet au stress et à ses conséquences négatives, bon ça c'est essentiellement lié au fait que les joueurs savent pas trop, ils sont pas sûrs d'eux en fait. Moins on est sûr de ce qu'on fait ou de ce qu'on doit faire, ou quand on est surpris dans une situation qu'on n'avait pas anticipée. Par exemple en 3 bêtes, on se fait 4 bêtes all-in. On raise un limper et il nous fait un limp re-raise. Enfin bref, quand on est un petit peu perdu dans un coup, ou post-flop, on se fait check raise. Et on sait pas trop ce qu'on doit faire, ou river, énorme check raise, ou petit check raise, on sait pas trop ce qu'on doit faire. Et on sait pas trop si on prend les bonnes décisions, et donc ça peut générer du stress. Surtout dans les pots 3 bêtes au début. Donc ça c'est vraiment très important, parce que le stress a tout un tas de mécanismes sur le corps humain qui font qu'on est beaucoup moins en capacité d'utiliser nos compétences, notre cerveau, notre néocortex qui est devant, qui nous permet de réfléchir et de mener des raisonnements. Plus on est stressé et moins on y a accès en fait. Et parce que plus le cerveau émotionnel se déconnecte du cerveau, de la partie cerveau qui réfléchit, le limbique. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a ces effets de freeze. On a l'impression qu'on a le cerveau gelé, on ne peut plus réfléchir. On est très stressé dans un coup. Et ça c'est typiquement lié au stress, c'est une conséquence du stress. Et après ça revient, ça se reconnecte petit à petit quand le stress rediminue. Donc, globalement c'est après le coup malheureusement. Bon là, je me fais squeeze. Déjà moi je suis UTG, j'ai une range perçue, même s'ils font pas attention au range, on sait dans l'inconscient certaines choses. Par exemple qu'UTG est souvent une main forte. Donc déjà quand un small blind, les gens 3 bêtent très peu en micro-limite, 3 bêtent un UTG face à un bouton, c'est un squeeze, c'est assez rare. Donc là c'est très strong, ici lui call, c'est bon.
On va pas se prendre la tête avec As-10. Faut juste comprendre les bases comme ça. À moins qu'on ait affaire à un joueur hyper aggro qui 3-bet dans tous les sens, mais j'y crois peu. On va avoir les mains quand même, j'ai l'impression. Ça va nous permettre de confirmer qu'il est très strong ici. Voilà, roi. Voilà. Donc, faut comprendre les spots dans lesquels on est. Ici, très important, le joueur, il est récréatif. Il a peut-être pas la réflexion sur ma range à moi, mais dans son inconscient, il y a quand même le principe de range perçu, même si c'est pas ce que ça veut dire. Il sait que UTG, globalement, c'est strong. Okay, donc il a quand même le cran de mettre 15 bébés en 3 bêtes squeeze contre le bouton également, hors de position, face à une range très strong. Il met un bet cher en plus, souvent le sizing déjà définit un petit peu la force de la main perçue du joueur. Et en plus, si on prend le leak général de la mid, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, qui 3 bêtes pas assez, là il est vraiment très strong. Donc là c'est bien, on a vu la main, ça confirme ce que je disais. Donc ici je fold As-Dame, je fold... à partir de As-Roi, je commence à me poser des questions, mais je crois que je fold As-Roi aussi, oui, je fold As-Roi. Parce qu'on a encore bouton à parler derrière nous, qui peut New York back raise shove, ça arrive. Dame 5 suit, si je le peine. Allez, pour terminer, leurs états mentaux émotionnels sont directement reliés à leurs résultats à court terme. Bah oui, la plupart des joueurs se focus tellement sur le résultat, focus tellement sur combien j'ai gagné dans ma session, combien j'ai gagné aujourd'hui, combien j'ai gagné cette semaine, combien j'ai gagné ce mois-ci, où j'en suis cette année. Voilà, ils se focus sur le résultat. C'est le seul moyen de s'évaluer, c'est le résultat, la win rate, qui est exactement la même chose pour moi. Je regarde, moi je m'en fous total de ma win rate, puisque ça varie beaucoup trop, même à moyen terme. Ça peut varier en fonction des good runs et bad runs. Donc avant d'avoir une win rate vraiment sur laquelle on peut se baser, il faut énormément de mains, énormément. Et entre le moment où on aura énormément de mains et on se dira « Ah, ça y est, c'est ma win rate », notre niveau aura tellement changé par rapport au début des mains qui sont pris en compte dans cet échantillon que déjà même cette win rate n'est déjà plus représentative. Alors elle peut être bien sûr que meilleure dans ce cas-là, a priori. Paire de 6, il met qu'une blinde. Je tendance à pas folder, j'aurais préféré avoir un 6 de pique quand même. Et là, on va voir. Bon, il augmente un peu le sizing, je m'en vais. Donc ouais, il faut vraiment se détacher des résultats. On s'en fout, c'est pas comme ça qu'on s'évalue. Parce que sinon, la conséquence est la suivante, c'est que notre morale, notre mental, alors tout ce qui est lié, c'est-à-dire la confiance en soi, c'est-à-dire la motivation de travailler, de grinder, tout ça va être relié au résultat court terme. Donc si je gagne, je suis super motivé, j'ai envie de travailler mon jeu, j'ai envie de progresser, j'ai envie de jouer. Voilà, je prends du plaisir, tout ça. Et dès que je downswing sur ma bankroll, je perds de l'argent. Et c'est l'inverse. J'ai plus trop envie de jouer. C'est compliqué de revenir regrind le lendemain, alors que ça fait 3 jours de suite que je perds. Je commence à tilter, à être impatient dans les coups, à plus folder, à plus me faire confiance de folder aussi, quand je sais qu'il faut le faire. Je commence à être trop calling station, jouer trop vite, moins réfléchir. Tout ça, c'est des conséquences derrière. Augmentation du stress général, de la déprime, tout ce qui est négatif en fait. Donc il faut vraiment se détacher du résultat, on s'en fout de la win rate, il faut s'évaluer autrement. Et plus on travaille la technique, plus on sait s'évaluer en fait. C'est ça le problème, c'est que quand on débute, on ne sait pas trop en fait ce qu'on a à apprendre en fait. On ne peut pas savoir ce que l'on ne sait pas. Donc c'est encore plus dur de s'évaluer. Donc tout ceci est beaucoup plus dur quand on débute le poker. Plus on est expérimenté, plus on sait si on a bien joué, mal joué certains spots. Il suffit de faire une petite review de certains spots qu'on a mis de côté ou qu'on review la session et on voit très très vite si on a fait plein d'erreurs ou pas d'erreurs. Alors évidemment c'est toujours relatif à notre niveau de jeu, on ne peut pas avoir des erreurs. Si mon niveau à un moment donné me permet de jouer comme ça et que j'ai joué conformément à ce que je pense, ça se trouve il y a des erreurs là-dedans, mais c'est parce que j'en ai inconscience, parce que j'ai pas le niveau technique qui permet de comprendre que ce spot-là je l'ai mal joué.
Donc peut-être que j'ai l'impression de bien jouer, alors qu'en fait, il y a des meilleures choses à faire. Bon, ça, c'est le problème de tout le monde, hein, à tout niveau. Ici, je vais quand même c-bet ce board qui touche énormément ma range. Ça va être un board c-bet à 100%. Ici, je pense que... vu que je bloque une dame... Ouais, je pense que c'est un board à 3 barrels ici. Ah oui, mais je l'ai même pas vu. De toute façon, j'ai la quinte. Il la colle super vite. Je vais mettre 20 bébés. Ah, il arrive à 30 fois. Je pense qu'il aurait call encore. J'étais parti pour bluffer. Alors que j'avais la quinte. Pas très concentré du coup, voilà, par exemple. Si je peux défendre sur une bébé. On va pas la folder. Et enfin, dernier truc, aucun sas de séparation entre la vie pro-perso et le poker. Que ce soit avant ou après la session de poker. Je répète, la plupart des joueurs, même pas que les récréatifs, hein, la plupart des joueurs, sauf vraiment les pros ou les amateurs qui ont travaillé un petit peu la préparation mentale, en tout cas ils ont mis en place des choses, mais ça, ce que je dis là, c'est aussi valable dans la vie de tous les jours. Il y a, même il n'y a pas de sas, pour la plupart des gens, il n'y a pas de sas psychologique entre la vie pro et la vie perso. Déjà ça c'est un problème. Et chez les joueurs de poker, il n'y a pas de sas entre la vie pro-perso et le poker. Et c'est dramatique parce que s'il y a des problèmes dans notre vie perso, on va les amener au poker. Donc du coup, on va pas jouer un jeu e-game, le top de notre niveau de jeu. Et inversement, si ça se passe pas mal au poker, on va ramener ça dans notre vie du quotidien et notre entourage va le subir. Et nous-mêmes d'ailleurs, en dehors des sessions de poker, on va avoir tendance à subir un bad run, la bankroll qui fait que de tomber, qui descend. Et si on le vit mal, on va trimballer ça dans notre vie. Donc il est important d'apprendre à faire un sas entre les deux. On peut appeler ça une douche psychologique. C'était Thomas Dazenbourg qui avait sorti cette expression, j'avais beaucoup aimé. Faire une douche psychologique. On fait du sport par exemple et derrière on va au travail par exemple. Ou à un rendez-vous, ou même, déjà on fait du sport, on transpire, on va prendre une douche. On fait une douche physique pour se nettoyer suite à l'activité physique qui nous fait transpirer, ou où on est sale, peu importe une activité qu'on a pu faire, où on est sale, on va se laver. Mais c'est pareil, à la fois avant de jouer et à la fois après avoir joué. On est censé faire, pour être au top, une espèce de douche, mais psychologique. Soit parce qu'on est énervé, on a passé une mauvaise journée, on a des problèmes dans notre vie. Il faut arriver à en faire abstraction au moment où on décide de faire une session de cash game, ou de poker tout simplement. Bon là il a 22, il faut se préparer à tout mettre. Hein. Je vais mettre 5. Bon, s'il fait tapis je mets tout, s'il a mieux tant mieux pour lui. Et s'il call, ça permet de push ici directement en faisant pot. Voilà, donc vraiment essayer de prendre un temps avant de jouer pour faire une séparation mentale, se poser, se concentrer, se mettre sur le focus, régler, mettre de côté en tout cas un instant la vie perso. On est au poker, on vient pour faire une session, on se met comme si on allait jouer Roland Garros, hein, face au meilleur et on essaie de donner le meilleur de soi-même, sinon c'est pas la peine de jouer. Faut pas que le poker soit un défouloir. Il ne faut pas que le poker soit une compensation, sinon ça devient une addiction. Ça peut devenir une addiction. Et voilà, il faut juste dire, voilà, c'est une compétition, je participe à Là, je fais une session de KGM, c'est comme une compète, quoi. Donc, on est focus, on est à fond dans la compète. Bon, là, je crois pas que SB... C'est un peu trop bas, perdre 6. Je vais quitter ta prochaine grosse blinde. Et donc, idem, après la session, surtout quand ça s'est mal passé, prendre un temps pour récupérer, faire le point, review rapidement quelques trucs, noter quelques trucs pour vider son esprit. Et se dire consciemment que, ok, c'est fini, c'est bon, on passe à autre chose, on verra ça plus tard. Soit pour faire une vraie review, si ça s'est mal passé, poster des mains, travailler avec d'autres personnes,
voir après coup qu'est-ce qu'on peut faire pour la prochaine fois pour jouer mieux, comprendre ce qu'on a mal fait. Voilà, on essaie de faire un petit point rapide, on fait une sorte de petite méditation, enfin voilà, chacun trouve un petit peu son, comment dire, sa routine là-dessus. Et comme ça permet d'être un petit peu plus serein dans la vie perso, surtout quand ça se passe mal, hein, parce qu'encore une fois, quand ça se passe bien, ici, de toute façon, maintenant, il n'y a plus de décision. Voilà, pour cette session qui s'est bien passée, tout en expliquant ce que j'avais à dire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc je referme la parenthèse sur ce sujet. Je pense faire des vidéos maintenant donc plus axées pour comment devenir gagnant, mais je pense que c'est important dans un premier temps de voir un petit peu ce qui permet d'avoir des bonnes bases et de savoir quand on est débutant, c'est peut-être pas forcément sur où orienter son travail. Donc là, avec ces deux vidéos-là, tu as déjà des premières bases pour pouvoir savoir quoi travailler, quoi améliorer, aller chercher de l'information sur ces sujets-là si besoin. Ou demander à d'autres joueurs, enfin bref, ou se faire coacher, ou enfin, prendre tous les moyens possibles, les forums éventuellement, les vidéos, et pour voilà, prendre de l'information sur ces sujets-là. C'est vraiment les premiers trucs à travailler, à mettre en place, et puis après derrière, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le but va être d'approfondir maintenant après le jeu en lui-même, surtout le jeu post-flop. Voilà, donc encore une fois, si tu n'as pas liké la vidéo avant de partir, je te remercie de la liker avant de partir, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à laisser un commentaire aussi si tu souhaites réagir à cette vidéo ou cette série de 2 vidéos. Quant à moi, je te donne très vite rendez-vous pour une prochaine vidéo sur poker et stratégie et je te souhaite good luck aux tables. Salut!